Hello la Geek Team, on se retrouve pour un nouveau best-of de Plus ou moins Geek. Alors qu'est-ce que vous allez avoir dedans? Eh bien le meilleur des interviews carrières, le meilleur des rubriques histoire et nouvelles technologies, cosplay, jeux de rôle, jeux de plateau et tout. Et Franck est en retard surtout. Ouais mais là c'est pas de ma faute. Hein. C'était une gitane, elle était sur la route, je l'ai écrasée avec ma voiture. Après je lui ai demandé si ça allait et tout, et elle s'est relevée, elle m'a regardé, mais d'un regard tout noir, et puis elle m'a fait... C'est celle qui est au coin de la rue? Ouais. Ah ouais, je la connais, des fois je m'amuse à la savater comme ça puis elle tombe par terre. Enfin moi je rigole à fond, elle rigole pas. Parce que les gitanes n'ont pas trop d'humour. Enfin en tout cas, tout de suite... Le sommaire. Au sommaire de ce nouveau best-of, vous découvrirez l'interview carrière du héros de Parker Lewis, le jeu de rôle Pathfinder New Goblins, une invitée haute en couleur pour Yumi, une enquête geek sur les Playmobil, la jolie et doucement folle Loka, le jeu de plateau Catan, une enquête sur les tueurs en série au cinéma, la reine du cinéma d'horreur Barbara Steele, Baptiste et Nico, mais place aux Wallace et Gromit de la télévision, Franck et David. Allez, on démarre tout de suite avec donc le premier sujet de ce best-of et c'est Franck qui vous l'annonce. C'est Oh mais j'y arrive pas à lire. Ça doit être la gitane qui m'a acheté un sort. Avec son tits. Ouais. Ou alors c'est peut-être le fait que t'aies jamais été à l'école. Ouais, ça doit jouer aussi. Allez, tout de suite, l'interview carrière de celui que vous connaissez comme Parker Lewis, le comédien Corinne Nemec. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. Il est beau et j'en suis jaloux. Bienvenue dans Plus ou moins Geek, Corinne Nemec. Et pour vous les amis, voici deux génériques pour vous replonger dans l'ambiance. Né en 1971, il s'est baladé très tôt sur les plateaux de tournage grâce à son père, décorateur pour le cinéma. I knew that I was going to end up in the arts and entertainment business one way or another, but I didn't necessarily know it was going to be acting until my father worked on the movie Goonies, because I understood the process of making a movie and that the kids that were in that were just pretending and that they built these sets and they got to live in this kind of false reality, you know what I mean? But it became real when they filmed it and put it on the screen. And then I thought it was a real trip to be able to sit back and watch myself living a life that wasn't my own in a three-dimensional kind of environment on a two-dimensional screen. My first theatrical role was when I was 12 in a movie called Tucker, Francis Ford Coppola film, and it had just an incredible cast, and obviously it's a Francis Coppola film, so it was just an incredible experience to work on that at such a young age, and also my first feature film. Comment es-tu devenu Parker Lewis? I had done a TV special in America called What's Alan Watching with Eddie Murphy, through Eddie Murphy Productions, Bob Tischler, who was one of the original writers from Saturday Night Live. And it was a very bizarre, off-the-wall comedy. And my character was kind of this quirky teenager that would break the fourth wall and communicate directly to the audience out there, like I'm doing right now. And when Parker Lewis hit hit Fox and they gave it and they greenlit it to go into production for the pilot, they called and asked if I would be interested in it, and we sat down and talked about it. I actually didn't have to audition for it, which is very rare. Pourquoi la série n'a-t-elle duré que 3 saisons? Our show was very expensive to make. It was costing, for a half-hour comedy for Parker Lewis, it was costing us about as much as an hour episode of 90210 to do. So they were looking at the numbers saying it's costing them almost $1 million per episode for a half-hour comedy, and it's costing almost $1 million an episode for a 1-hour drama. On our third season, they altered our format, and they took out one of our primary characters, Frank Lemmer, who was one of the villains, who was Miss Musso's henchman. They got rid of my wild hair and my outfits and all of that. They wanted us to be more like 90210. The problem is that back then they only had the Nielsen ratings to go by, and you could only judge, those ratings based on houses that had a Nielsen box attached to their TV. But at that time period in the early 90s was when most households had 2 televisions. They had one television for the parents and they had one television for the kids in a different room or whatever. So while all the kids and all the college students were watching Parker Lewis on televisions without Nielsen boxes, they were looking at the ratings, and the ratings weren't there for them, whereas the show was actually a huge, huge success. Corinne fait une apparition très remarquée dans The Stand, alias Le Fléau, en français, mini-série de 6 fois 60 minutes adaptée du roman de Stephen King. Comment as-tu été casté pour le rôle du méchant? Apparently they had a very difficult time finding an actor that they liked that could play the role.
and also fit the description. And Mick Garris had been telling Stephen King about me, but he said, listen, I ran into this before. I wanted to cast him. He didn't have the right physical build. He doesn't have the right physical description for this either, but I would love to bring him in. I'd love for you to see him for this role. And so they brought me in, and I got the opportunity to audition for it. And just having the opportunity to audition for Stephen King is cool enough. And I went in there and I delivered the best performance I could in the room. And Stephen King said, you know what? I buy it. He can be the character. He doesn't look like the character, but he can be the character. Autre aventure télévisuelle, Stargate SG-1, dans laquelle Corinne débarque en fin de saison 5 pour devenir ensuite un personnage régulier. Stargate is another one of those interesting situations that just, you know, when all the stars align. I was actually at the MGM corporate offices auditioning for something completely different, and the two casting agents for Stargate were walking by on their way to lunch, and but they knew me from other auditions, and they just stopped for a minute and we just started having a chat, and they had literally just gotten the breakdown in that day that they were going to be finding a replacement for Michael Shanks because he was planning on leaving the show after it finished up its time on Showtime. And we just started chatting, and they just mentioned, wow, that's so funny that we're bumping into you right now because we're right now looking for somebody to come on to Stargate and they said, you know, maybe you'd be perfect or whatever. It was that weird. It was just so weird. Corinne pourrait également figurer dans la rubrique de François et ses talents du web, car avec David Faustino, vu dans Marié 2 enfants, il participe à de nombreuses émissions sur le web. Me and David Faustino started a production company together a number of years back called FNB, which is Faustino, Nemec, and Bring-A-Watt. We started wanting to create some reality shows that were more mock reality shows. So he wrote The Treatment for Starving, which was just this us lambasting our own lives and just totally, you know, putting ourselves out there for complete ridicule. Pour finir, Corinne, un petit truc honteux. I played Jennifer Love Hewitt's dad, even though I'm nowhere near old enough to be her dad. I was the ghost of her dad. Jennifer Love Hewitt. Ah là 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 là. C'est marrant, j'ai envie de voir un clip avec Justin Bieber nu. Moi aussi. C'est vrai qu'il est bien foutu. Non, c'est bizarre, je jurerais avoir entendu David penser. Ah non, mec, c'est toi que j'entends penser. La malédiction! Et je vais essayer de faire un lancement en voix off. Regardons tout de suite un meilleur moment de Stéphane dans sa rubrique Jeux de rôle, jeux de plateau. Ah, je suis sûr, il flippe parce que je vais deviner ses secrets les plus intimes. Est-ce que tu peux arrêter de penser, s'il te plaît? Rubrique Jeux de rôle avec Stéphane. Bienvenue dans la rubrique Jeux de rôle, jeux de plateau. Dans les jeux de rôle médiévaux fantastiques, on a beau dire, on a quand même pour habitude d'aller fracasser des monstres. On ne fait pas que ça, mais cela reste une part très importante du jeu. Aujourd'hui, nous allons renverser les rôles. Les joueurs vont se retrouver à la place d'affreux gobelins. Ceci grâce à un scénario mis à disposition gratuitement par Black Book Edition. Le scénario, Nous Gobelins, est prévu pour se jouer avec le fameux héritier de Donjons et Dragons, Pathfinder, qui est actuellement le jeu de rôle le plus vendu au monde. Les joueurs commencent par choisir leur personnage parmi des pré-tirés, tandis que le maître de jeu leur explique qu'ils appartiennent tous à la grande tribu des Lèches-Crapauds qui vit dans les marais. Les jeunes gobes du groupe sont convoqués aujourd'hui par le chef, probablement pour une mission qui leur apportera un grand prestige parmi les leurs. Les PJ vont vite découvrir qu'il n'est pas si facile de jouer des créatures malingres, bêtes, méchantes et moches. Les personnages des joueurs, les peaux vertes, sont dans la hutte de sa grande ventripotence. Le maître de jeu décrit la situation, les événements, parle à la place donc du chef du village, et les personnages des joueurs apprennent peu à peu les termes du boulot qu'il leur est proposé. D'abord, ce soir, ce sera festin. Les joueurs manifestent leur joie. Ensuite, il y aura à partir de demain une grande quête au trésor. Il faudra que les joueurs retrouvent des feux d'artifice perdus dans une épave à quelques kilomètres dans les marais. Les joueurs font des efforts d'interprétation, notez-le. Belle voix nasale de John, Robin fémine de se curer le nez. Ce n'est pas si facile de faire les crados en vérité et il faut admirer leurs efforts. Après de nombreux défis réalisés lors du festin, comme manger des limaces géantes, les héros crasseux sont en route. Ils ont appris lors du festin qu'une sorcière gobeline cannibale, la grosse Vorka, régnait sur la zone où ils se rendent. Mais ils ont aussi appris que plein de pattes, une horrible araignée qui mange les enfants, serait sur leur chemin. Les joueurs s'attendent donc à une embuscade. Ils expliquent au MJ, avec force détail, beaucoup trop de détails en réalité, qu'ils avancent en surveillant les environs. Ils le miment même. Petit jet de perception pour les joueurs qui tentent de repérer l'araignée à distance.
c'est globalement réussi. L'araignée a été repérée, maintenant les petits saligots n'ont plus qu'à faire un plan. Courageux, mais pas trop, les gobelins n'ont aucune envie d'entrer dans les lieux. John a une excellente idée. Il propose de l'enfumer et d'attendre. Florian suit l'idée tout de suite, il approuve. Le MJ, un peu désespéré, rappelle, comme il vient de le dire à l'instant, que cette tanière est en plein air. Les joueurs changent donc de plan et décident d'attaquer en hurlant. Au moins, ils ont l'avantage de la surprise au premier tour. L'araignée n'a plus que 3 points de vie. Dans Pathfinder, comme dans tous les héritiers de Donjons et Dragons, il s'agit, lorsque l'on fait un test, que ce soit pour attaquer ou autre chose, de lancer un dé à 20 faces et de dépasser un seuil de difficulté. Ici, de toute manière, le sort de l'araignée est plié. À 3 contre 1, il lui reste 3 points de vie, aucun jet n'était vraiment nécessaire pour en finir. Les PJ annoncent que leurs gobelins passent à la fouille de la tanière après avoir exécuté leur menaçante plein de pattes. Ayant repris la route, la joyeuse troupe arrive enfin en vue de l'épave tant attendue, celle qui doit renfermer les fameux trésors, les feux d'artifice, rappelons-le. À fond dans leur rôle, les PJ passent complètement outre la description du maître de jeu et ignorent toute prudence. C'est très simple, ils courent à découvert vers les trésors et la super cache aux feux d'artifice. Soudain, de la direction du bateau, les gobelins entendent provenir des aboiements et des hennissements. Chiens et chevaux, 2 ennemis jurés des gobelins, 2 créatures qui leur font peur. Les PJ devraient normalement avoir un petit peu peur et le maître de jeu en profite, il les surprend. Un chien apparaît derrière le groupe des joueurs et les prend en chasse. Les gobelins vont faire leur jet d'attaque, la défense du cabot est de 13. Avec leur D20 et leur modificateur, les joueurs doivent dépasser ce score. Le maître de jeu annonce d'ores et déjà qu'un second bâton se profile et arrive derrière le premier chien. Les joueurs jettent les dés. Le combat commence. Après avoir vaincu, non sans mal, le cheval et les chiens de la sorcière, les PJ ont évité plusieurs pièges et pénètrent enfin dans l'antre de la gobeline cannibale. Vorka les y attend de pied ferme, soutenu par son compagnon animal, une grenouille géante. Lorsque les PJ entrent dans sa cabine, le combat commence immédiatement. Florian et John annoncent qu'ils s'attaquent à Vorka. De son côté, Robin choisit de s'en prendre au monstre. Les déroule, fumble pour Florian. Et de ce combat dépendra l'issue du scénario et la victoire ou non des PJ. Dans quelques jets de dés, ils seront devenus des héros parmi les leurs, sauf Florian, qui mourra héroïquement au combat. Oh, si seulement on nous avait jeté un sort pour revenir à nos 20 ans. Enfin, pour toi, c'était il y a 2 mois. Hein. Ouais, c'était la belle époque. Ne pense pas qu'il est un peu concon, ne pense pas qu'il est un peu concon, Ouais. ne pense pas qu'il On est va un peu regarder tout de concon, suite la ne rubrique pense cosplay. pas qu'il est un peu concon, ne pense pas qu'il est un peu concon, Ouais. ne pense pas qu'il Fais est un gaffe, peu hein. concon. Rubrique cosplay avec Yumi. Aujourd'hui, 4 indices pour savoir qui est mon invité du jour. Indice numéro 1, c'est une meurtrière. Indice numéro 2, c'est une courtisane. Indice numéro 3, elle ne manque pas d'air. Indice numéro 4, elle fait partie des Templiers. Vous avez quelques secondes pour réfléchir. Il est temps maintenant d'accueillir mon invité du jour. Bonjour, Bonjour. Là pour l'instant, tu es en civil, donc comment je dois t'appeler? tu dois m'appeler Lou. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie, je bosse dans le cinéma. D'accord. Donc maintenant, il est temps de découvrir l'identité secrète derrière laquelle Lou se cache. Donc Lou, tu vas nous parler un peu de ton personnage, pourquoi il t'a plu, d'où il vient. Ce personnage, c'est un perso issu du multijoueur d'Assassin's Creed Brotherhood, qui s'appelle Fiora Cavazza. T'as commencé par des croquis. Pas du tout, non, Non. du coup, vu que c'est mon premier costume, je savais pas vraiment comment m'y prendre, tout ça. Je me suis un peu mal pris d'ailleurs, parce que les plus grosses parties, je les ai fait en premier. Donc ça m'a un peu découragée, mais Donc les plus grosses parties, c'était celle-là. c'est cette tenue en fait, parce que la chemise, le haut rose et la tenue bleue, là, c'est en un seul pan. Donc il y a un système de lassage derrière, comme Tout à un fait. corset. Tout à fait. Avec d'ailleurs la chemise qui est censée donc être derrière, c'est juste des morceaux, les manches sont rattachées à la tenue en rose, il y a pas... C'est vraiment pour cacher, c'est vraiment de la triche en fait. T'as joué aux jeux vidéo pour pouvoir te renseigner un peu sur Fiora. Donc j'ai essayé de bien regarder, j'ai regardé aussi des vidéos de gameplay que d'autres joueurs avaient fait pour essayer de voir un peu comment elle interagissait dans son environnement, pour essayer de
comprendre un peu la psychologie du personnage. Les ceintures que tu as là, elles sont faites main. Tout est fait main en fait, ouais. J'ai pris du faux cuir en fait. Je vois aussi qu'il y a des détails ici. Tu les as fait comment? C'est de la peinture en fait pour tissu, donc qui est vraiment fait exprès pour bien tenir, contrairement à la peinture acrylique qui aurait craquelé, qui se serait décollée au final. Peut-être que tu as un mot à préciser sur ton cosplay? Quand on commence le cosplay, on ne commence pas par un costume d'Assassin's Creed. Tu dis « Oh, c'est facile à faire !» Et puis, tu regardes sur des photos avec une haute résolution, tu vois la dentelle, les broderies, et tu dis « Je vais souffrir, je vais trop souffrir !» Mais au final, c'est tellement un plaisir. Puis j'ai la chance d'être dans un groupe avec des cosplayers de haut niveau. Et donc leurs costumes sont tellement beaux et tout, ça donne, en fait c'est ça que ça donne un peu la force de passer du temps dessus. Et je sais que j'en ai passé des heures à faire celui-là. Donc un petit conseil peut-être? Je dirais surtout que le cosplay c'est vraiment un art de l'illusion. Si ça se voit pas, c'est pas grave. Bon, des fois il y en a qui sont très bien finis, mais en général c'est vraiment fait, on fait avec n'importe quoi. On va passer au petit conseil secret de Lou. Alors, petit test, par exemple, parmi les deux tissus, il y en a un qui est du taffetas de soie, à 20 € le mètre, et il y en a un autre qui est du taffetas de polyester à 2 € sur un marché. Est-ce que tu pourrais essayer de deviner lequel est lequel? Moi, je dirais que celui-là, c'est du taffetas de soie, et celui-là, du polyester. Elle va louper. Comme quoi, en fait, si vraiment dans un costume, le plus important, c'est vraiment de bien choisir ses tissus. Par exemple, donc celui-là, c'est vraiment du taffetas de polyester. Et en général, il y a des taffetas qui se rendent très très mal, mais il suffit d'avoir le bon tissu, même si c'est pas du taffetas de soie super cher et super doux, c'est pas grave parce que du coup, tu l'as vu, ça se voit pratiquement pas que c'est... Alors que celui-là, c'est du taffetas de soie, au final, quand tu le touches, tu finis par deviner que c'est pas du polyester tout moche. Pas se fier au nom du tissu, mais plus au rendu que ça pourra donner sur la robe en fait. Tout à fait. Pour le cosplay de Fiora, 150 heures de travail, 10 mètres de dentelle et 57 piqûres d'aiguille. Coupé. Bon, écoute, je pense que c'est simple, on pense à rien et hop. Ouais, d'accord, ça marche. Par contre, moi, j'ai quand même envie de regarder une série télé, quoi. Ah, puis je sais pas pourquoi, moi j'ai envie de prendre des objets, tu sais, puis les conseiller aux gens, quoi. Ah, ouais, c'est bizarre. Oh non. Wow. Qu'est-ce que tu fais dans mon corps? Mais c'est toi qui es dans le mien. Ouh là là, il y a un problème. Bon, allez, tout de suite, on regarde un sujet sur Playmobil. Oh non. Il faut de la laque, moi. N'allez surtout pas aux toilettes. Voici l'enquête geek. Il était temps de laver l'affront. Les collectionneurs de Lego ont eu droit à leur sujet, mais les fans de Playmobil dans tout ça. Après avoir reçu 54 201 lettres de protestation à la rédaction, nous avons enfin réagi. Lumière sur ces petits bonshommes en plastique avec D2, un collectionneur passionné. Le Playmobil, pour moi, c'est le jouet idéal. La taille idéale, il fait 7,5 cm, ça tient dans la main d'un enfant et d'un adulte parfaitement. Il y a une bonne préhension du jouet. La qualité, je pense que c'est un jouet d'une qualité exceptionnelle. Ça là-dessus, c'est le principe de base du Playmobil, c'est le jouet multi-accessoire. À l'origine, c'était ça. C'était vraiment un jouet par le biais duquel on pouvait avoir un cow-boy, un indien, un chevalier, n'importe quel corps de métier avec tous les accessoires fournis avec. Voilà. Comment as-tu rencontré les Playmobil ? Ma rencontre avec le Playmobil, comme la plupart des jeunes de ma génération, c'est en 1975, à la sortie du Playmobil en France. Il y a un an de décalage entre la sortie des gammes Playmobil en Allemagne et en France. Pourquoi est-ce un jouet si marquant ? Quand Hans Beck a créé le jouet, a voulu rester complètement autonome au niveau des gammes et éviter ce qu'on appelle les effets de mode. Donc pas de partenariat, pas de franchise. On verra jamais un Playmobil Star Wars, on verra jamais tous les customs que mes uchronautes et moi on fait sur Uchronis notamment, toutes les transformations qu'on fait liées à des thèmes comme les comics, le cinéma et autres, on verra jamais ça chez Playmobil. Mais D2 a vite envie de dépasser les limites du Playmobil et se met à créer ses propres modèles.
Combien as-tu créé de custom? En custom, je sais pas combien j'en ai, je dois en avoir un bon millier de custom. Et je dois en avoir peut-être 2000. Quelles sont les réactions des gens qui découvrent ta collection? Bon, ils ont l'habitude, hein. Quand ils rentrent ici, ils sont un peu surpris en fait de voir. Il y a des couleurs de partout, il y a du jouet de partout, il y en a à tous les endroits. On ne sait pas où donner du regard. Moi, j'ai l'habitude, mais c'est mon élément naturel, quoi. Je suis pas en cage, mais bon, c'est un peu le truc, quoi. Y a-t-il des modèles différents selon les pays? Chaque pays représentant de Playmobil a une politique commerciale complètement autonome, mais ils sont tous attachés à faire respecter une charte qui a été éditée par le groupe Geobra Brandstatter. Pas de politique, pas de sang, pas de tuerie. Et là, il y a un hiatus avec les collectionneurs et les créateurs que nous sommes. Parce que on part du principe, nous, que les jouets qu'on achète nous appartiennent. On ne fait pas d'ombre à Playmobil parce qu'on explique bien aux gens lors des conventions, on explique bien aux visiteurs que ce sont des Playmobil qu'on ne trouve pas dans le commerce, qui sont créés par nos soins. Ce ne sont plus des jouets mais des pièces de collection privées. Ce ne sont plus des Playmobil. Et on se retrouve un petit peu en confrontation avec la charte Playmobil qui pour moi est une charte assez totalitaire. Explique-nous les subtilités du custom. Alors il y a le custom dans sa définition intrinsèque qui implique qu'un custom n'est pas reproductible une deuxième fois. Donc ça c'est le custom qui peut être fait à partir de peinture, de pâte époxy, de cartes plastiques et autres. Et on a ce qu'on appelle le démembrage, on l'a nommé comme ça, où on a un Playmobil qui se monte et qui se démonte tout simplement, voilà, avec uniquement des accessoires. J'ai juste rajouté un petit autocollant avec le logo du site. Revenons à tes techniques. Comment as-tu créé les Playmobil à partir de l'équipe de l'émission? Hans Beck, quand il a créé Playmobil, il s'est inspiré des dessins d'enfants. Voilà. Donc moi, pour refaire des customs et principalement des caricatures, je reprends le même procédé de base. Donc j'ai d'abord refait les personnages de l'équipe en dessin avec un visuel un peu rond comme le Playmobil, où là on retrouve Laurent, il y a Rurik, c'est ça, là c'est toi, Fred, RL et François. Voilà. Donc je travaille d'abord sur un dessin, et ensuite je m'attaque à la peinture directement sur la figurine. Voilà. Pour François, ça a nécessité que je sculpte les cheveux par exemple. Voilà. Et pour Rurik, que je lui fasse le crâne chauve et les oreilles. Alors, il y a une grosse polémique dans la communauté, les Playmobil doivent-ils avoir des oreilles ou pas? Voilà. Moi je suis partisan pour, et on a notre webmaster Majestic qui est radicalement contre. Voilà. D2 est également un artiste puisqu'il peint et crée de véritables petites œuvres d'art. Le Playmobil a encore de beaux jours devant lui car en 2007, il s'en était vendu 1,5 milliard de figurines. Chiffre qui a doublé depuis, donc je vous laisse faire le calcul. Ça fait 2 milliards en fait tout simplement. Par contre, créer un Playmobil voix off, ce serait peut-être le prochain défi de D2, non? Mais si quoi, on me voit jamais! J'ai découvert qu'il y avait un petit avantage à être dans la peau de David. Regardez. Oui, est-ce que je pourrais avoir le directeur de la chaîne, s'il vous plaît? Oui, c'est David, le grand Manitou de Plus ou Moins Geek. Je vous appelle parce que je pense qu'il faut augmenter Franck. Bah oui, Franck, il est pas bien payé, hein. Il fait peut-être la chopiniste, mais il mériterait... Je vous rappelle. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu profites? Non. Si, tu te joues de moi? Non. Alors que je t'ai pris sous mon aile. Mais tu fais n'importe quoi. Bon, tout de suite, on va regarder un best-of talent web avec Loka. Et nous, on règle ça en antenne. Excuse-moi, David. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Salut! Je suis chez ma mamie. Je peux faire ce que je veux. Elle m'engueule jamais. Ah, François a choisi une fille. Ça, c'est bien, ça change un peu. Non, parce qu'avec Jules Fou, Manu mais pas trop et les autres, ça faisait quand même un peu beaucoup de testostérone.
Honneur à Loka, dont les vidéos dépassent les 2 millions de vues sur Internet. Avec en tête de gondole, Achète un mec, qui cumule plus de 200 000 vues. Pourquoi mettre tes créations sur le web ? En fait, j'ai toujours créé, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint, j'ai toujours sculpté. Et je me suis dit que la vidéo, c'était un moyen complet en fait, de s'exprimer. Je suis une grande fan de Chaplin à la base, donc j'ai commencé par mettre en ligne des petites vidéos muettes, parce que j'étais très timide à l'idée de parler devant une caméra. Ça a bien changé. Et je me suis dit, des vidéos muettes, c'est parfait parce que j'aurais pas à parler. Et l'idée de me montrer aussi m'intimidait beaucoup. Donc je me suis dit, en noir et blanc, tout passe bien, donc on est tous beaux en noir et blanc. Donc je me suis dit voilà, le noir et blanc et le muet, ça me convient parfaitement. Et elles ont beaucoup voyagé parce qu'elles étaient muettes et qu'elles pouvaient être comprises dans le monde entier. Et j'ai commencé donc ça en 2007 et en 2008, j'ai créé pareil parce que j'étais timide à l'idée de m'exprimer devant la caméra. J'ai créé un personnage, Jenny. Donc en fait, les Jenny Kiff sont l'ancêtre de ce qui aujourd'hui cartonne, à savoir les podcasts, ce qu'on appelle les podcasts. Sauf que c'était de la parodie en fait du podcast avant le podcast, et j'étais très influencée par ce qui se faisait aux États-Unis, et j'adorais en fait regarder les vidéos d'ados qui faisaient des petites vidéos dans leur chambre et qui racontaient leur journée, pas forcément de façon humoristique, qui le faisaient de façon très naturelle. Le truc c'est qu'avec, je peux m'asseoir que sur le côté, tu vois, parce qu'il y a ça derrière. Quelles sont tes créations préférées ? Pour moi, celle que je pourrais éventuellement garder, ce serait quelques vidéos qui, personnellement, avaient de l'importance, en fait, parce qu'elles ont été filmées dans des conditions particulières ou à une période particulière. C'est le cas de Est-ce que tu connais London ? C'est un clip très bancal que j'ai fait, une chanson horrible sur une musique abominable, que j'ai filmé à Londres avec Joe Nation, qui est un youtubeur américain que je connaissais depuis des années, qui cartonne et qui a un talent fou. Est-ce que tu connais London? Eh ben moi je connais aussi. Le manger est bon et les gens sont gentils. Personnellement, c'est une vidéo, ça me ferait mal si on devait l'effacer du web en fait. Et j'apprécie particulièrement cette vidéo, mais je pourrais vous dire Achète un mec, qui était aussi la première vidéo que j'ai eue en tête pendant des années en fait. Et Paye-toi une poule, enfin voilà, un tournage avec une poule quoi. Et mes parents qui m'aidaient à tenir la poule, etc. D'ambition. Elles sont gérantes d'instituts de beauté, médecins ou encore chefs de chantier. Comment définirais-tu ton style ? J'ai pas de style. Et en fait, c'est génial de pas en avoir. Ce que je veux, c'est surprendre, même lorsqu'il était question de web-séries, de Jenny Kiff, La Campagne, Jenny Kiff, etc. Jenny Kiff, j'avais plusieurs numéros en fait, et 2 saisons. Même lorsqu'il était question d'avoir une web-série, si je peux appeler ça une web-série, je faisais en sorte que les décors changent toujours, que les vêtements du personnage changent toujours. Et je prends vraiment ça comme une réelle occasion de pouvoir m'exprimer librement et de faire absolument tout. J'ai pas de format et j'ai en tête des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je publie en ce moment et qui seront en ligne dans les mois qui viennent. Tiens-tu compte des commentaires des internautes ou alors tu t'en fous ? En fait, pour tout ce qui est création, je reste définitivement bloquée, coincée et allègrement perchée dans mon monde. C'est-à-dire que je vais prendre en compte leur retour sur une vidéo, mais c'est vrai, j'avoue, être pas mal déconnectée en fait des internautes en ce qui concerne la création de mes vidéos. Le web, pour moi, c'est la toile blanche d'un peintre, en fait. Et je vais mettre sur le web tout ce que j'ai en tête, toutes les idées que j'ai en tête. Je publie et après, j'espère toujours que les internautes adhéreront à l'esprit de mes vidéos et à mon univers. Mais le web, c'est pour moi une façon de m'exprimer. Une petite anecdote pour finir ? Tourner avec une poule, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut être compliqué. Autant un chien ou un chat, c'est mignon, ça reste en place, autant une poule, c'est assez difficile on ne peut pas diriger une poule, elle fait ce qu'elle veut, c'est elle qui commande sur le tournage. Donc on est au rythme de la poule, donc ça peut prendre beaucoup de temps. Le freestyle de Jenny, qui est un rap que Jenny a fait sur sa poule, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est une vidéo d'1 minute, 1 minute 10, qui est assez brève, qui m'a demandé, j'ai tourné pendant une journée entière par moins 10 degrés. Voilà, c'était dans le sud de la France, en plein hiver. Tous les plans avec la poule sont à l'intérieur en fait, ont lieu dans la maison, dans le salon, dans la salle de bain. C'est moi qui sors par moins 10. La poule, elle va bien et on voit même un plan où elle s'endort sur le canapé du salon.
C'est la princesse de mes vidéos, c'est Kitchen, ma poule. Dans le jardin de mémé, j'étais tombée. Kitchen m'a mis du rouge et un pansement pour me soigner. Elle a juste fait un bisou magique. 2 heures après, j'étais guérite. Comme je dis toujours, le plus important, c'est d'avoir une poule. Allô, Rurik? Oui, c'est David, tu m'as reconnu. Oui, alors c'était pour te dire que sur la prochaine rubrique de Plus ou moins Geek, je veux que tu me parles de Titanic, je veux que tu sois en rose et que tu portes des oreilles de lapin et que tu dises le mot cornichon. Bah oui, c'est ça où je te vire. Bah oui, je suis le boss. Je fais ce que je veux, je suis le chef maintenant, je te laisse. Tu joues encore à ça? Non. Ok, moi je vais appeler ta mère. Non. Oui, allô maman? Oui, c'est ton fils. Bah je t'appelle pour te dire que tu fais des gâteaux vraiment immondes. Ah mais ils sont infects. Bah non, ne pleure pas, c'est pas grave. Bon allez, je te laisse, salut. Bah tu sais quoi, je vais appeler ton banquier. Ah ouais? Eh ben si tu fais ça, moi j'ai qu'à appeler... Mais t'as pas d'amis dans ton répertoire? Oh, tout de suite on va regarder le jeu de plateau Catan. Mais c'est le néant. Rubrique jeu de plateau avec Stéphane. Bienvenue dans la rubrique jeu de rôle, jeu de plateau. Catan fait partie de ces jeux dont on ne parle pas habituellement à l'écran et qui ont pourtant su s'imposer très largement dans la vaste communauté des joueurs. Avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus, il fait partie des best-sellers de ces dernières décennies, une des plus grosses ventes, un des plus grands succès dans le milieu du plateau. Le concept de base est très simple. Les joueurs gèrent des colons qui viennent de s'installer sur une île. Leur but est d'obtenir 10 points de victoire, et ces points s'acquièrent de différentes manières. Établir des colonies, les faire devenir des villes, construire la route la plus grande, obtenir la meilleure armée offensive, etc. Voyons par le détail comment se déroule une partie. Florian, John et Robin font ici leur première partie. Ils utilisent donc la configuration pour débutants, mais d'autres configurations sont possibles grâce au plateau modulaire du jeu. Ils commencent chacun avec 2 colonies et 2 routes, soit déjà 2 points de victoire. Florian est en rouge sur le plateau, John est en bleu, Robin en blanc. Les joueurs possèdent déjà quelques rares ressources issues de l'une de leurs colonies. Le placement est presque terminé. Robin étant le plus âgé, il débute. Il lance 2 dés. Le résultat indiquera quelles ressources sont produites. Et c'est un 8, un résultat qui a statistiquement de grandes chances d'apparaître. Les zones du plateau portant un 8 fournissent des matières premières aux colonies adjacentes. Robin récolte donc de la laine et John récupère de l'argile grâce à sa colonie au bas du plateau. Robin entame maintenant la seconde phase, la phase de commerce. Il peut troquer des ressources avec d'autres joueurs pour peu qu'ils se mettent d'accord. La grande richesse de Catan, que l'on appelle aussi colon de Catan, tient entre autres à cette très grande liberté laissée aux échanges entre joueurs. Robin peut bien sûr faire également des échanges avec la banque au prix de 4 ressources contre une. S'il possédait un port, c'est-à-dire une colonie sur la côte, il pourrait faire ces échanges à un taux beaucoup plus favorable. Mais aucun échange ne lui semble intéressant pour le moment, il passe donc à la phase de construction. Avec plus de ressources, Robin pourrait commencer à s'étendre pour construire une route et envisager pour bientôt une nouvelle colonie suffisamment éloignée des 2 premières. Mais pour le moment, il manque de bois. En revanche, il peut acheter une carte développement. Il s'agit de sa première partie et il tente sa chance. Ces cartes peuvent apporter des points de victoire secrets, à garder face cachée devant soi. Elles peuvent aussi faire intervenir un chevalier ou encore marquer un progrès, ce qui est toujours source d'avantage. La carte tirée par Robin est justement un progrès, lequel lui permet de construire 2 routes gratuitement. Il devra cependant attendre son prochain tour pour la jouer et il garde pour le moment la carte face cachée devant lui. Le jeu a bien évolué et de nouvelles colonies et routes sont apparues. John a même changé l'une de ses colonies en ville. Si les joueurs cachent devant eux des points de victoire, la fin de la partie est proche. John prend les dés, il va déterminer la ressource qui sera récoltée à ce tour. Il obtient un 11, cela lui permet de récupérer du minerai et cela octroie de l'argile à Florian. Il joue ensuite une carte de développement, il s'agit d'une carte chevalier. Celle-ci manifeste la puissance de ses troupes. Comme il s'agit de la 3e carte chevalier devant lui, il hérite de la fiche armée la plus puissante. Cela lui octroie 2 points de victoire supplémentaires, c'est une belle avancée. Autre effet du chevalier, mais effet pervers, John peut déplacer le pion voleur. Il fait un coup bas et il le pose sur l'une des ressources de Robin. Non seulement il va ainsi voler une carte de ressources à Robin, carte face cachée, mais surtout, tant que le voleur restera là, la matière première visée ne pourra plus être récoltée par Robin. C'est un coup très difficile. John passe ensuite à la phase de construction. Nous sommes à présent autour de Florian en pleine phase de construction. Celui-ci poursuit une entreprise qu'il a initiée il y a déjà quelques tours, bâtir la plus longue route du plateau de jeu. Cela lui vaudra 2 points de victoire. Florian paye les ressources dues, bois et argile, et voici sa route de 5 segments complétée. Il gagne donc la précieuse fiche.
Le plateau a encore changé et Robin vient de finir son tour en volant la carte de plus grande route à Florian. Sa route compte à présent 6 segments et elle fait de l'ombre à la précédente. John de son côté reprend la main. Il fait le tirage des ressources, obtient un 3, les joueurs récupèrent les ressources et John paraît très pressé. Il va très vite pour la phase de commerce, il est en train d'échanger plusieurs cartes de bois contre une carte de minerai. Il ne regarde même pas ce que font ses collègues, il passe à la phase de construction immédiatement, change une de ses colonies en ville et révèle soudain les cartes face à lui. Il annonce qu'il vient de gagner, il a tous les points de victoire, les 10 qui lui étaient nécessaires. Les autres joueurs vérifient les comptes, regardent un petit peu son jeu et finalement, même si Robin rage un peu, Florian et lui s'inclinent devant l'évidence. Nous avons un vainqueur. Je te préviens, si tu continues, je me fais tatouer les fesses. Et si toi tu continues, je me fais percer les tétons. Eh ben si toi tu continues, je vais dans une boîte SM faire de nouvelles expériences. Bon, je crois qu'on va regarder plutôt l'enquête geek sur les tueurs en série au cinéma avec Stéphane Bourgoin. On reste dans la thématique, quoi. Oui, c'est ça. N'allez surtout pas aux toilettes. Voici l'enquête geek. Aujourd'hui, l'enquête geek va vous mener sur des chemins obscurs fréquentés par les tueurs en série. Genre à part dans le cinéma, nous avons rencontré Stéphane Bourgoin, spécialiste mondial des serial killers et passionné de cinéma de genre. Quand est né ton intérêt pour les tueurs en série ? Moi, j'ai commencé à m'intéresser aux tueurs en série à cause du meurtre et du viol de ma compagne en 1976. Donc c'est vrai que je m'intéressais au cinéma de genre déjà à cette époque-là. Et je vivais notamment à New York et à Los Angeles à la fin des années 70. Donc j'ai vu aussi tous ces slasher movies, ces films de psycho-killers, style Vendredi 13 et autres, The Burning, tous ces films Driller Killer de Abel Ferrara, et justement dans le New York que l'on voit dans pas mal de films comme New York 2h du matin ou le premier Maniac où sévit Frank Zito, qui a fait l'objet d'une adaptation produite par Alexandre Aja il y a peu de temps. Est-ce que la fiction rejoint la réalité ? Alors c'est vrai que la fiction, notamment la télévision et le cinéma, s'inspirent beaucoup du réel, mais l'inverse est également vrai. On a un tueur canadien qui s'appelle Mark Twitchell à Toronto, qui avait une page Facebook au nom de son héros. Il s'intitulait Dexter Morgan, et c'était un réalisateur aussi de films un peu geek, puisqu'il faisait des parodies de Star Wars à petit budget, et qu'il se préparait à tourner un film de serial killer. Et quand les enquêteurs ont vu dans son ordinateur le scénario, ils se sont rendus compte que c'était ce scénario-là même qu'il avait utilisé pour tuer sa victime. En fait, il s'était fait passer pour une femme sur un site de rencontre et avait attiré un homme dans son garage, puis l'avait tué et démembré, comme dans un épisode de la première saison de Dexter. Le premier véritable film de tueur en série s'inspire du mythe de Jack l'Éventreur. Il est signé Alfred Hitchcock, réalisé au temps du muet, et s'intitule Le Locataire. Par la suite, le film fera l'objet d'un remake, parlant, celui-là, au début des années 30, par le réalisateur Maurice Helvet. Mais le plus célèbre film de tueur en série, très certainement, date de 1931, et c'est M le Maudit, avec Peter Lorre, qui interprète ce pathétique tueur d'enfants et qui est basé sur l'histoire véridique du vampire de Düsseldorf, Peter Kürten. Que penses-tu des réalisateurs qui s'inspirent de faits réels ? Tobe Hooper s'est inspiré d'un cas qui s'est passé dans le Wisconsin, c'est-à-dire beaucoup plus au nord des États-Unis. Un cas qui avait d'ailleurs inspiré l'auteur Robert Bloch pour écrire son fameux roman Psychose, qui allait être adapté par Alfred Hitchcock, avec ce personnage de Norman Bates, qui vit avec le cadavre momifié de sa mère. Le véritable tueur, qui s'appelle Ed Gein, était un fermier à Plainfield, une toute petite ville dans le Wisconsin, qui avait gardé complètement scellé la chambre de sa mère avec le cadavre momifié de sa maman, et qui déterrait des corps de femmes dans le cimetière local, et il en prélevait la peau et les os pour fabriquer des meubles, un peu comme on voit dans Massacre à la tronçonneuse. Donc c'est lui qui inspire tout à fait le personnage de Norman Bates et celui de Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse. Quel est le film le plus proche de la réalité selon toi ?
Dans Henry, Portrait of a Serial Killer, qui est par ailleurs un film admirable, qu'on peut admirer mais qu'on ne peut pas aimer, parce qu'il y a véritablement un rejet total par rapport aux personnages qui sont absolument antipathiques, mais on a une véracité, une authenticité qui laisse même à penser qu'on est quasiment en train de regarder un documentaire sur la banalité dans l'horreur du quotidien d'un duo de tueurs en série. Et là, à un moment, on a ce tueur Otis qui regarde des crimes qui ont été filmés sur son écran de télévision, en train de se boire une bière et de prendre son pied en regardant ce crime. Et ça nous renvoie, nous, spectateurs, à notre propre voyeurisme par rapport à tous ces films de serial killers et à tous ces films de genre. Si vous souhaitez en savoir plus, plongez-vous dans les livres de Stéphane. Merci à toi. Bon, écoute Franck, je pense qu'il faut qu'on se briefe sur la vie qu'on a l'un et l'autre. Ouais, c'est bien. Donc moi, il y a quelque chose qui me tient très à cœur, c'est mon cours de tricot le mercredi soir. Ok, alors pendant qu'on a se briefer pour se préparer sur les vies qu'on va passer tous les deux dans les peaux respectives, si tu rentres chez moi et que tu prends une douche, tu t'inquiètes pas si c'est mon coloc qui te lave, voilà. Ah oui. Il fallait que ça sorte. Oui, bah ouais. Eh ben écoutez, tout de suite, on va regarder une interview de Barbara Steele. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. Mais ses yeux, oh, ne me regardez pas avec ses yeux, ne la brûlez pas quand même. Rencontre avec la reine de l'horreur, Barbara Steele. Née en 1937, elle s'affiche dans des classiques tels que Le Masque du démon de Mario Bava, La Chambre des tortures de Roger Corman, Danse macabre d'Antonio Margheretti. Encore ses yeux. It is I who renounce you, and in the name of Satan I place a curse upon you. I had a very tiny part in an English film, 2 words maybe, but I got a big spread in a magazine called Life magazine, and Mario Bava saw this, and he invited me to go and be in Black Sunday. He cast me cold without having met me, just from these photographs. Black Sunday is like no motion picture you've ever seen. I was so enthralled with the juxtaposition of living in Italy, and it was my first experience of the Mediterranean, a Latin country, and it was, to me, it was like my soul being fed. La dame qui a refusé d'apparaître aux côtés de Elvis Presley, le King, dans Les Rôdeurs de la Plaine en 1960, a bien fait de retourner en Europe où elle devient une vedette du cinéma fantastique. Ah, une autre époque. I'm dead, Alan. I really loved working with Ricardo Freire because he was mad. And he was mad and dramatic, and he had fantastic passion and energy. When we made The Terrible Secret of Dr. Hitchcock, he had a lot of racehorses, and he had his favorite racehorse that he made this bet with his producer. He said, look, I can make this movie in 10 days. I'm going to write it, I'm going to shoot it, I'm going to edit, I'm going to make this movie in 10 days. I will bet you Black Beauty, or whatever the name of the horse was. And the guy said, okay. So we were working like 22-hour days, just like maniacs, because we knew his whole life was riding on this horse, and we had to get this movie done. And that was Italy then. And it was just wonderful. Mais Barbara va aussi tourner pour le grand Fellini, réalisateur notamment de la Strada et de la Dolce Vita. That was very special. We all knew that was special. We had an orchestra that would play on the set, and it was this wonderful dance. Everyone was so happy to be working with Fellini. And he was very precise. He didn't dismiss anyone. So even if you were just an extra and you had to walk way in the distance over there, he would go up to a person and say, could you please walk on tiptoe? Could you be very silent? So the person would walk on tiptoe, they'd be very silent. So nobody felt arbitrary.
everybody felt they had their little thing going on. Film is so porous, it's all energy, it's this magic of energy. And Federico really understood that. He was definitely a witch. We had this, he had this on 8½, this Sicilian psychic who looked like Rasputin, you know, and he would break. You couldn't do this anymore. He would arrive on the set and with all his sort of crazy Sicilian dark intensity, and he would break eggs into a glass. And then he'd say, oh, you know, and we'd look at him, Fellini would look at him, he'd say, not today. And Fellini would say, oh my God, well, he got, 100 people in costume. And Rizzoli, the producer, would go crazy. So, God, he's I can't shoot today. I can't shoot today. And that's how this happened maybe 5 times. Si vous avez l'estomac solide, si rien ne vous épouvante, alors préparez-vous à voir frisson. To go beyond them. I said hold it! I was walking down Sunset Boulevard just before Christmas, and I see there's this ice blue, fantastic old Buick from the 50s with these big silver fins going. Out comes this guy, and nobody walks in LA. I mean, it was a miracle. I'm just walking to this little bookshop, and he says, Barbara, Barbara. I didn't know him. He says, I'm making a movie. Could you make this movie with me? And I said, who are you? I said, well, my name is. And I said, well, when are you shooting this movie? He says, in 3 days. Or 3 days. I've been looking for you. Can you possibly do? Yeah, and that's how I met Jonathan Demme. Barbara, pourquoi ce plaisir de jouer dans des films d'horreur? I like movies that get inside the anxiety and the soul of the human being. The psychological horror that goes right inside you, that's great. Or the horror of the spirit, like in Nosferatu, the sublime example of haunted death and grief. That is very scary. Or I like the horror, the classic horror of The Exorcist, because you're also dealing with something that is like, oh. Alors dans ce livre de sorcellerie, ils disent que pour conjurer le sort, il faut se mettre 2 cornichons dans le nez et chanter Ma meilleure amie de Laurie. Ok, bah écoute, de toute façon, il faut qu'on retrouve nos corps. Hein. Ouais, il faut ce qu'il faut. Hein. Allez. Je serai ta meilleure amie, je serai. Je sais pas là pourquoi, je suis pas sûr que ça va marcher. Et tout de suite, on retrouve Baptiste et Nico pour un sujet sur la vie éternelle. Oh, je suis sûr, on y était presque. Rubrique Histoire, les nouvelles technologies avec Baptiste et Nico. Mon patron travaille sur quel dossier aujourd'hui avec Baptiste? La vie éternelle. C'est parti? C'est parti. Si vous aimez cette thématique, vous aimerez The Fountain, la série et les films Highlander, Dorian Gray, Time Out de Andrew Niccol ou encore le jeu vidéo Lost Odyssey. Bon patron, avec Baptiste, on a bien enquêté sur le dossier de la vie éternelle et je vais commencer sur le thème du vampire. Vampire, vie éternelle, vie après la mort. Il y a quelque temps, un magazine très connu américain a fait de la une de son édito « Nous avons découvert un vampire » en Bulgarie. Le corps daterait grosso modo de 700 ans. Il comporterait toutes les caractéristiques des fameux films de vampires, le fameux Dracula ou autres. Canines arrachées, tête découpée, cœur perforé. Existe-t-il une réalité derrière ce fameux dossier? En tout cas, patron, pour la partie sciences et nouvelles technologies, on va surtout parler de cellules souches. Vous savez, les cellules souches sont les petites cellules qui vous ont formé lorsque vous étiez encore dans le ventre de votre mère. Ce sont des petites cellules qui ont la capacité de prendre la forme qu'elles souhaitent. On peut ainsi la transformer en organes, en muscles, en os. D'ailleurs, un laboratoire américain, actuellement, fait déjà pousser 22 types d'organes. Ces mêmes organes sont, par un autre laboratoire, construits directement à partir d'une imprimante qui va déposer une couche de cellules souches, puis une couche de protéines, et ainsi de suite, pour véritablement modéliser en 3D l'organe fonctionnel. J'ai un deuxième point qui est très intéressant, qui est peut-être le point culminant
du mythe de la vie éternelle. La fameuse fontaine de jouvence, que l'on peut voir dans l'un des Pirates des Caraïbes, ou la fameuse scène avec Richard et Jacob dans Lost. Est-ce que cette fameuse fontaine existe? En tout cas, bibliquement et historiquement, elle est relatée dans la Bible comme alimentant le paradis, le fameux jardin d'Éden. Est-ce qu'il existerait un endroit sur notre planète où on pourrait disposer de la vie éternelle? Toujours en parlant de cellules souches, le problème c'est que ce sont des cellules originelles, et donc elles viennent de vous à l'état embryonnaire. Des chercheurs japonais ont réussi à inverser le processus cellulaire humain en reprenant un morceau de cellules de peau à partir du bout d'un doigt pour la faire revenir à son état originel, son état de cellule souche. Je suis obligé de vous raconter une petite anecdote. Le Dr Faust, un personnage connu européen qui a inspiré une pièce de théâtre ou des romans, a contracté un pacte avec le diable lui-même en échange d'un amour éternel auprès de la fille du village. J'ai l'impression que derrière la vie éternelle, en tout cas dans nos origines historiques, qu'il y a toujours un deal plus que dangereux. Alors maintenant, patron, je vais vous parler de nanomachines. Les nanomachines sont des petits produits mécaniques à l'échelle nanoscopique qui vont rentrer dans le corps et pouvoir guérir certaines maladies. Elles seraient tellement petites qu'elles pourraient agir directement sur le noyau des cellules. Ça implique énormément de choses, patron. Ça veut dire qu'on pourrait reprogrammer directement la cellule au niveau ADN, au niveau génétique, pour directement soigner les maladies avant même qu'elles ne se déclenchent. Pour mon dernier point en histoire, je vais vous parler d'un personnage mythologique, Ulysse. Il a passé la plupart de sa vie sur une île avec une nymphe. La nymphe de cette île lui propose un marché en lui disant « Écoute, je te propose la vie éternelle si tu restes à mes côtés. » Quel choix drastique. Et maintenant, patron, un dernier point. Des chercheurs ont réussi à faire en sorte qu'un cerveau de rat soit capable de reconstruire des neurones. Ça implique énormément de choses, notamment dans la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Mais dans un avenir proche, moyen, nous pourrions appliquer ça à l'homme pour vous redonner le cerveau de vos 20 ans, les organes que vous aviez 40 ans auparavant, et vous ne tomberiez jamais malade. Ce qu'il est important de savoir aussi, c'est que ces technologies, nous les touchons véritablement du bout du doigt et que nous pourrons significativement augmenter la durée de vie humaine d'ici peut-être quelques décennies seulement. Mixer ces trois technologies et nous serons peut-être un jour éternellement vivants. Nous espérons que ces informations auront été utiles à l'organisation. Oh, je suis content d'avoir retrouvé mon corps. T'avais raison, David, c'était une super idée. Mais je te l'avais dit de toute façon, la gitane, il suffisait juste d'aller chez elle, l'écraser 3-4 fois à coup de voiture, et puis quand elle est morte, eh ben son dessus, au revoir. Ouais, comme le sort. En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi ce best-of de Plus ou Moins Geek, et on se dit à très bientôt pour la reprise normale du cours de nos émissions. Bye bye. Salut. Bon, c'était pas mal ce best-of. Ouais, ça allait, ouais, on va se démaquiller? Ouais, allez, c'est parti. Par contre, il faudrait que je trouve un peu de lac, moi.